pour ça que j'ai dit tout à l'heure que quand je regarde les milieux de terrain au Cameroun, il n'y a pas mieux qui a fait mieux que moi. C'est pas, j'ai pas Non, c'est sans besoin. prétention. Je n'ai pas besoin d'être prétentieux. Je dis la vérité. C'est véridique. Après, comme je dis souvent les débats, on dit ah, c'est fou et je rigole. Mm. Non. Fou, il n'a même pas joué plus que Sergent. Fou, il n'a pas joué plus que Modeste Mami. Mm. Ce que je veux dire. Le problème est que Non. le Camerounais regarde en disant que Fouet, c'est le même milieu de terrain camerounais. Oui. Si tu peux regarder dans la base en disant qu'en sélection du Cameroun, oui, Mm. parce qu'il a gagné. Oui. Mais quand on dit en termes de Jeu. jeu, de Ça jeu, veut dire que si tu fais un top 3 des milieux de terrain de l'équipe nationale de tous les temps, Fou, il fait pas partie. je ne le mets pas, jamais. Tu mets qui? Je ne peux même pas le mettre. Les Vas-y. autres, je ne le connais pas, je n'ai pas vu Bon, jouer. d'accord. Ce que tu penses selon toi que tu as vu jouer à Si c'est partir de comme moi, je 2000. regarde les années 2000, je vais dire, il y a Sergent, moi et Babi Modeste, il y a pas mieux. C'est D'accord. pareil. Djemba, par exemple, Mm. Djemba est venu jouer, mais Djemba n'a pas mis long. Mm. Je te prends Oui, un exemple, tu absolument, vois ce oui. que je veux Toute une dire. quarantaine de sélections avec une Ce que nationale je et tout dis, ça. mais Mais tu as dit tout à l'heure quand même il t'a influencé dans le oui, milieu de terrain, oui. comme je dis bien, Oui. quand j'ai Ah là 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 là. Que de drama, que de drama, que de drama, que de drama. Sorcerer vient toujours apporter de la nuance dans les choses. Encore merci encore pour les gens qui ont regardé mon premier sujet de lundi, là où je parlais justement des propos de Alexandre Son, qui apparemment je pense que ça vient de cette interview-ci là. Je ne sais pas. Passion Foot Invest. Je souhaite beaucoup de réussite à ce créateur de contenu camerounais. J'ai l'impression qu'il est beaucoup sur Facebook aussi. Il a créé une chaîne YouTube aussi. Je le souhaite vraiment le truc. Merci à lui. J'ai l'impression qu'il fait aussi du très bon travail aussi. Et merci à lui de nous avoir donné la possibilité d'avoir cette interview-là qui anime la toile et qui permet à ce qu'on ait des très bonnes discussions de foot et tout. Donc, merci encore à lui. Et c'est pour ça que je prends un peu juste une partie de son contenu, pas tout le reste. Si vous voulez aller regarder son contenu, je vais mettre le lien en description. Vous pouvez voir l'interview dans son intégralité là-bas. Maintenant, on va revenir un peu sur les propos d'Alexandre Son qui vient de dire là. Je l'ai défendu lundi, je pense que c'était lundi ou mardi, je ne sais plus quel jour c'était, euh, sur ce sujet-ci où j'expliquais qu'il n'avait pas tort quand il parlait du style de jeu de l'équipe du Cameroun dans les années 2000. Comme je dis bien souvent, Cameroun dans les années 2000, on ne pratiquait pas un foot du Brésil des années 70. Ce n'était pas le cas. Le football était un peu archaïque, basé sur une puissance physique hors norme, une domination physique et mentale hors norme sur son adversaire et surtout aussi la capacité d'avoir un peu deux, trois joueurs techniques comme Eto'o et un gars devant comme Boma qui était la véritable star de l'équipe qui changeait vraiment les cours du match par son abnégation parce que Boma rappelait un peu Drogba, un peu dans le style. Drogba rappelle un peu souvent Mboma dans le style, un Mboma gaucher, ou Giroud rappelle Mboma, si vous voulez un peu imaginer comment Mboma jouait. C'était un peu comme ça que Patrick Mboma jouait. Et ces mecs-là, qui étaient des champions incontestés hein, en termes mental, tactique, et puissance physique. Et cette équipe était, j'ai jamais vu mentalement une équipe de Cameroun aussi forte et tout. Maintenant, dans le style, c'était pas forcément ouf. Et Alexandre Song n'avait pas tort dans ce qu'il dit là. Et comme moi, je suis quelqu'un qui est dans la nuance et qui n'est pas dans les paroisses, je lui ai défendu à juste titre et je pense aussi que les abonnés et les gens qui ont regardé cette vidéo ont compris un peu ce qu'il voulait dire. Parce que le problème un peu d'un mec comme Alexandre Song, c'est que comme il a le langage du quartier, vous n'essayez pas de comprendre le sous-texte de ce qu'il dit. Et moi, comme j'ai toujours de l'empathie avec des gens et j'accepte les backgrounds de tout un chacun, j'essaie toujours de comprendre le sens de ce qu'il veut dire et ce qu'il disait dans ce truc sur le jeu de l'équipe du Cameroun des années 2000. C'est vrai, c'était pas un manque de respect, c'est vrai. Maintenant, il y a cet autre élément de conversation dont je vous ai mis au début, où je trouve un peu que ce qu'il dit, je comprends ce qu'il veut dire. Comme je dis toujours, il y a le langage du quartier, donc, ce qui fait que c'est compliqué pour les gens de comprendre ce qu'il veut dire. Mais j'aimerais apporter beaucoup de nuances
à ce qu'il vient de dire là. Je comprends ce qu'il veut dire, mais les mots qu'il utilise ne sont pas forcément les mots intelligibles pour se faire comprendre. Mais je vais lui apporter un peu de la nuance. Je dis pas que je dis que ce qu'il dit est faux. Mais je vais apporter de la nuance et qu'est-ce qui fait la différence entre tous les mecs qu'il a cités et Marc-Vivien Foé. Tout d'abord, au début, on va commencer. Qui est le meilleur milieu de terrain camerounais de l'histoire? Les mecs, il n'y a pas de débat. J'ai fait un sujet sur ce gars-là. Le meilleur milieu de terrain camerounais de l'histoire du foot, et je dirais même top 3 des meilleurs joueurs du football camerounais, c'est le gars que vous voyez apparaître là sur la photo. Donc, je remercie encore voilà, aux gens qui ont regardé cette vidéo. C'est ma vidéo la plus vue de la chaîne. Une vidéo où je fais un sujet sur un Camerounais, alors que moi qui parle de sujets hyper et divers, variés, et me rendre compte que c'est un sujet où j'ai parlé d'un personnage important de l'histoire du football camerounais, important même de l'histoire même du Cameroun, parce que le football est quand même une partie intégrante de l'histoire de notre pays. Voir que c'est la vidéo qui est la plus vue de la chaîne, ça me fait vraiment du baume au cœur. Ça me touche personnellement de me dire, ah, moi je croyais que c'est mes sujets là où je parle des trucs qui allaient faire plus de vues. C'est la vidéo la plus vue de la chaîne. Celle sur Dr Abega Théophile. C'est le plus grand milieu de terrain qu'il y a jamais eu dans ce pays. Ce qui faisait techniquement, aucun d'entre vous ne pouvait le faire. Ni toi, ni Modeste Mbami, ni Foué, ni truc. Il n'y a jamais eu un prototype comme ça. Le seul gars que j'arrive à comparer à Bega Théophile, il faut que je regarde des mecs comme Yaya Touré, il faut que je regarde des mecs comme Bellingham qui sont encore d'un autre niveau supérieur, hein, et autres et tout. Mais voilà le plus beau milieu de terrain qu'on ait jamais eu dans ce pays. Pas toi, pas Marie-Vivien Foué, pas Modeste Mbami, pas truc et autres et tout. Ce gars-là. Je n'avais ni la vision de ce gars-là, ni le niveau technique que ce mec avait. Absolument pas. Et tu n'as pas besoin de dire que tu n'as pas vu. Tu as YouTube, tu regardes, les matchs sont là. Tu regardes le truc là-bas. Tu regardes même le match Cameroun-Italie là. Tu regardes le niveau technique qu'il avait. Mon ami, je ne jouais pas comme ça. Je n'avais pas cette capacité-là. Abega Théophile est l'un des 3 meilleurs joueurs camerounais de l'histoire. Il y a Eto'o, il y a Roger Mila, et puis il y a ce mec-là. Perso, c'est mon personnage préféré de l'histoire du football camerounais. Perso, personnellement. C'est pour moi le plus beau personnage de l'histoire du football camerounais. Même en dehors, même après, quand il a été maire, quand il a été truc. C'est un personnage du football. Je dois avouer que il faut que moi je vois Eto'o pour voir vraiment quelqu'un de plus grand et important dans le football camerounais que ce gars-là. Parce que Eto'o aussi s'est investi en dehors du foot. Quand je dis en dehors du foot, il s'est investi dans une dimension plus grande qu'un footballeur. Simple, et tout. Et même si même si tu n'aimes pas Eto'o, c'est un personnage beaucoup plus grand que toi. Même pas forcément par le talent et par comment on appelle ça, l'accomplissement et autres et tout. Il arrive à des institutions que tu ne pourrais pas arriver. Parce que je ne pense pas que vous avez, je dirais pas l'intelligence, je dis pas que tu es, tu es quelqu'un de très intelligent, mais vous n'avez pas la même dimension. Une dimension particulière pour, je te vois pas à la CAF. C'est-à-dire que tu fais encore gars du quartier. Et tout, c'est un gars du quartier, mais un gars du quartier qui a su s'élever. Ça se voit même sur tes interviews. Donc, après avoir dit ça, dans ce que tu dis sur les, les milieux de terrain camerounais, que tu disais, ils sont plus forts que, comment dire, qu'ils ont été plus forts que Marc-Vivien Foué. Tu as cité Djamba Djamba, tu as cité Modène Bami, tu te mets au-dessus d'eux, et tu as encore cité qui encore là? Le sergent Makoun et tout. Eh bien, techniquement, c'est vrai que vous êtes au-dessus de Marc-Vivien Foué, hein, vous tous là, tous les gars que tu as cités là. Techniquement, vous faites des choses que Marc-Vivien Foué ne pouvait pas faire. C'est vrai que techniquement, quand on te voit, toi et Alexandre Somme, tu es largement plus talentueux que Marc-Vivien Foué. Ça, il n'y a même pas débat. Je ne discute même pas ça. Même Modeste Mami, hein.
Modeste Bami, dans ces années 2003 et autres et tout, je me rappelle surtout à la Coupe des Confédérations, Modeste Bami, qui est peut-être même la meilleure compétition même de Modeste Bami en équipe nationale, c'est la Coupe des Confédérations, il était incroyable là-bas. Je dirais pas, bon, il a joué un peu la finale et l'entrée, les entrées en jeu de Modeste Bami étaient incroyables. Et c'est vrai que techniquement, même Djemba Djemba à la CAN 2002, et même à sa période nantaise, techniquement, vous faisiez des choses que Marc-Vivien Fouet ne pouvait pas faire. Ah, c'est vrai, hein, techniquement, vous étiez largement au-dessus de lui. Et ça, c'est vrai. Techniquement, tu es largement au-dessus de Marc-Vivien Fouet. Ça, c'est même pas un débat, c'est même pas un truc, et je sais que ton analyse footballistique vient de là. Parce que quand tu le regardes, si tu dis non, techniquement, je fais des choses qu'il peut pas faire, donc je suis meilleur que lui. Et c'est vrai. Techniquement, tu es largement au-dessus de ces mecs. C'est comme un peu, je fais un peu un parenthèse un peu avec ça, c'est comme un peu quand Eto'o dit je suis largement au-dessus de Thierry Henry, il n'était pas pour moi plus fort qu'Anelka, parce que quand Eto'o se voit techniquement, il voit Anelka, il dit Anelka et moi, on parle le même football, mais quand il voit Henry, il voit pas le même niveau technique et tout. Donc c'est un peu sur ce plan-là qu'ils disent. C'est-à-dire, ils jugent la valeur intrinsèque du footballeur sur le plan technique. C'est pour ça qu'il se met au-dessus des gars, là, parce que les gars dont il a cité là, les Serge, les trucs et autres et tout, il est largement plus technique que tous ces mecs-là. Largement plus technique que tous ces mecs-là. Et je pense aussi que la formation qu'il a eu, la fin de formation qu'il a eu dans sa vie, en partant à Arsenal, parce que bon, il a été formé à Bastia, dans l'école française, parce que, toc, 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 je vais arriver là-dessus. Alexandre Song n'est pas un produit de la formation camerounaise. Alexandre Song, c'est un produit de la formation française. J'arrive là-dessus, parce que souvent dans la lecture du personnage, les Camerounais ne comprennent pas le gars là, parce que il étudie, il regarde toujours, il ne tape toujours à côté les Camerounais quand ils essaient d'étudier un peu qui est Alexandre Song. Alexandre Song, je le répète, n'est pas un produit de la formation camerounaise. C'est un produit de la formation française qui a terminé sa formation à Arsenal. Le parcours de Alexandre Song est presque un peu similaire au parcours de Mathieu Flamini. C'est même pas le même profil de joueur. Il arrive un peu sur ce que je veux dire là. Donc oui, tu es au-dessus de ces mecs-là. Et tu es au-dessus de Fouet, techniquement. Mais pourquoi Fouet, on le voit plus grand que vous tous là? Pourquoi Fouet est largement plus fort et largement plus grand que vous? Et que, quelque part, les Camerounais le mettent toujours comme le meilleur milieu de terrain qu'on a jamais eu. Même si moi, personnellement, je dis que les gens s'arrêtent en 2000. Regardez Abega. Abega, c'est largement au-dessus de tous les gars que vous avez cités au milieu de terrain là. Pourquoi on le fait? Déjà de un, on va parler d'abord d'Eric Djemba Djemba. Le personnage d'Eric Djemba Djemba, c'était quoi? Très talentueux. Fabuleux joueur 2002 à Nantes. Truc. Belle CAN 2002. Quand il est parti à Manchester, où il est venu avec Cristiano Ronaldo, etc., avec les personnes là. Qu'est-ce qui s'est passé avec le gars? On le voyait ici, hein, voilà, à cette époque-là. L'indiscipline. Le mec, je dis, ça c'est véridique ce que je vous raconte là. Eric Djemba Djemba fait partie des joueurs qui m'ont fait douter du calendrier de la première ligue. Le samedi, tu es là, tu vois qu'il y a des matchs de Manchester. Tu dis, ah, Eric Djemba Djemba ne joue pas, n'est pas le truc. Tu sors, tu vas à Bonanjo, ville, quartier UP de Douala et tout, au Bonapriso. Tu croises Eric Djemba Djemba en plein janvier, grosse voiture, à Bonanjo pendant que les gars à Manchester sont en train de jouer. On se posait souvent la question avec des amis, souvent de l'époque, mais il n'est pas en club en ce moment. Qu'est-ce qu'il fait là même en boîte là? Eric Djemba Djemba avait des deuils tout le temps. La légende, le truc légendaire où Eric Djemba Djemba disait qu'il avait toujours deuil à Alex Ferguson, il a perdu son truc, il doit bouger au Cameroun, il doit bouger au Cameroun. C'est tout le temps là. Et pour ne pas aller encore plus loin dans les vies privées, pour ne pas avoir de problèmes judiciaires,
Eric Djemba avait aussi une attitude et tout qui était particulière de partir toujours dans les lycées UP camerounais pour chercher, vous savez quoi. Toute sa mentalité, c'était ça. Ce qui fait qu'on a vu le reste de sa carrière. Le reste de sa carrière. Je me rappelle, j'étais au lycée Jos. Eric Djemba était souvent devant. Eric Djemba était souvent devant sa voiture devant le lycée Jos, qui était un quartier UP de la ville de Douala, qui était un lycée UP de la ville de Douala. J'arrêterai là-dessus. On sait ce qu'il cherchait. Numéro 2, Sergent Makoun. Sergent Makoun était un très beau joueur qui a eu une très belle période à Lille. Très belle période à Lille. Très beau joueur et truc, et qui, dans certains matchs de l'équipe du Cameroun en éliminatoire, était truc. Mais le problème de Sergent Makoun, c'était quoi? Il était trop timide. Il était trop timide, il était un peu malléable. Et Sergent Makoun, un peu, il était entretiré dans vos deux clans-là. D'un coup, il était un peu dans le clan avec Eto. Bon, Eto était isolé. D'un coup, il était avec vous. C'était un mec un peu immensement timide dans la personnalité. Ce qui fait que il n'a jamais vraiment pu s'imposer dans l'équipe nationale comme un gars important. C'est sa timidité qui se réjouissait sur son jeu en équipe nationale n'a pas permis à ce qu'il soit si marquant en équipe nationale. Ça, c'est lui. Numéro 3 encore, bah, c'était qui? Modeste Mbami. Modeste Mbami, il y a là les Jeux Olympiques 2000 avec le Cameroun Espoir. Et puis il y a le fabuleux la Coupe des Confédérations 2003 où il est pas mal dans le truc. Mais le problème de Modeste Mbami, c'est qu'il était inconstant. Après 2003, Modeste Mbami n'est plus vraiment dans le truc du Cameroun, quoi. La CAN 2004 de Modeste Mbami n'est pas si ouf. Et après, il devient inconstant. Inconstant. Et même en club aussi, passe du PSG à Marseille, sa carrière n'est plus si va en dents de scie et tout. Mais il était l'inconstance. Stéphane Bia, qu'on va mettre, que tu as oublié, qui est un de tes meilleurs potes, parce que c'est votre génération. Stéphane Bia est quelqu'un qui a fait une belle CAN 2008, si je me souviens bien. Mais aussi, problème d'inconstance, est quelqu'un qui, on ne savait pas, on le mettait, c'est-à-dire Didier Deschamps le mettait défenseur quand il était à Marseille, il disait qu'il n'aimait pas ça, il aimait jouer plutôt au milieu de terrain et tout. Le fait d'avoir pas eu un poste fixe, en club il jouait en défense centrale, que je pense que ça aurait dû être le seul poste qu'il joue, pas milieu défensif. Je pense qu'il était plus intéressant en défenseur central que milieu défensif. Et en club, en équipe du Cameroun, il venait en milieu défensif, truc et tout, n'a pas permis à ce qu'il soit bien installé aussi en équipe nationale. Et c'est pour ça que ses performances n'étaient pas top tout le temps. Mis à part celle de la CAN 2008 où il est pas mal, notamment dans le match contre la Tunisie. Et en plus, je me rappelle qu'on l'avait mis même deuxième attaquant à l'époque là où il a marqué un but ou deux buts, je sais plus lequel. T'as encore oublié quelqu'un, Hachim Lemana, qui je pense même est le plus talentueux des milieux de terrain qu'on n'a pas eu depuis Abega Théophile. Hachim Lemana qui est un peu une sorte de mini Clarence Seedorf. Largement plus talentueux que toi, d'ailleurs. En termes de technique, de trucs, c'est le milieu de terrain le plus technique qu'on ait pas eu depuis un numéro 10, un milieu axial. Vraiment Clarence Seedorf, petit Clarence Seedorf, comme je l'appelle. Comme d'hab, blablabla, comme d'hab, l'inconstance. Inconstance. Moi, je me rappelle, c'est le match d'éliminatoire qui nous amène, je sais pas si c'était en 2010 ou 2014. Le match, non, c'est en 2010. Le match d'éliminatoire, là, que vous faites là, je sais plus si c'est contre la Tunisie, je sais pas, il y a un match éliminatoire couperet là, qui fait encore, on part, tu en avais parlé même en live là, je sais pas, je vais rechercher encore ça. Et le match là, éliminatoire qui fait là, qui nous amène à la Coupe du Monde 2010 là, c'est le meilleur match d'Achille Lemana. Mais en gros, et aussi le match contre le Danemark. Même si on perd en Coupe du Monde, c'était le seul match
d'Achille Emana et autres. Sinon, Achille Emana a toujours prouvé par son inconstance. Et en plus, il y avait quelqu'un qui n'était pas trop, quand tu regardes un peu sa vie privée, il n'était pas trop concentré sur le foot. Et puis maintenant, il y a toi, Alexandre Son. Quelqu'un qui a peut-être un peu une meilleure carrière que tous les gars que j'ai cités là, sur le point de vue camerounais. Tu as été troisième au Ballon d'Or africain. Tu as joué à Arsenal et tu cirais le banc à Barcelone. Parce qu'il faut bien le préciser, à Barcelone, tu as pas vu l'heure là-bas. Le niveau était trop haut. À Arsenal, tu as été plus ou moins bon. On va dire, mais je vais dire bon. Mais tu n'étais pas un leader parmi les leaders à Arsenal. Tu étais un super joueur, mais pas parmi les leaders. Les leaders, c'était Fabregas et le petit Jack Wilshere aussi. God bless, s'il n'y avait pas eu la blessure, il y a un truc de vie. Je pense que ce gars aurait été l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football anglais. Jack Wilshere aussi, c'était parmi les boss du game quand tu jouais. Toi, tu étais le troisième gars de complément qui joue très bien, oui. Mais les boss, c'était Fabregas et Jack Wilshere. Tu es parti. À l'équipe du Cameroun, la CAN 2008, c'est ta révélation. Tu joues excessivement bien à la CAN 2008. Tu fais partie des meilleurs joueurs de l'équipe, peut-être même le meilleur joueur de l'équipe je dirais même le meilleur joueur même de l'équipe. À la CAN 2008. Beaucoup plus même peut-être qu'Eto. Parce que c'est toi qui es au milieu. Même dès le premier match qu'on perd contre c'est peu comment on perd. On perd 4-2 contre qui? C'était contre l'Égypte. Je sais plus, on perdait 4-2 le premier match avant de le rencontrer en finale. C'est toi qui étais le meilleur. J'aurais dit le meilleur joueur camerounais de la CAN. On dit souvent Eto'o, mais Eto'o, il a marqué les 5 premiers buts. Ces buts qu'il a marqué un truc, c'était pas dans les parties éliminatoires, c'était au premier tour, même si Eto'o avait été important aussi dans le discours qu'il avait fait le truc. Mais concrètement, j'aurais mis le meilleur joueur camerounais de la CAN 2008 et tout ça a été toi. Ça, on peut pas l'enlever. Ça a été ta révélation. C'est là où nous, les Camerounais, on t'a connu. C'est là où les Camerounais t'ont connu, en fait. Ça, il faut mettre précisé. C'est là où les Camerounais t'ont connu. Moi, je t'avais déjà checké depuis. Et je vais expliquer pourquoi je regardais Alexandre Son depuis. Après la CAN 2008, c'est le désordre. 2010, c'est pas si ouf. Le match éliminatoire, là, vous avez, je sais pas, je sais plus si c'était contre la Tunisie, je sais pas, avec toi, Achille Emana et tout, vous, on pas se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est ton dernier grand match en équipe nationale. Après ça, c'est le brouillard. C'est le brouillard. C'est le brouillard. Jusqu'à la CAN 2014, jusqu'à la Coupe du Monde de 2014. Et ce qui reste dans la mémoire des Camerounais, le coup de coude. Et je crois que ça te dérange un peu qu'on te résume un peu ta carrière à ça. Parce que dans la mémoire des Camerounais, c'est le coup de coude. Je sais pas si c'est Mandzuki ou tout contre la Croatie qui fait que c'est resté dans la tête des Camerounais ce compte. Donc, concrètement, tu as été un très bon joueur de l'équipe nationale, mais je te mettrai même pas parmi les légendes du football camerounais. Tu étais un joueur excessivement talentueux, mais je te mettrai pas parmi les légendes. Et qu'est-ce qui fait que Fouet vous dépasse? C'est pas sur le plan technique. C'est pas le dire, tu étais un plus beau footballeur que lui. Tous les gars que j'ai cités là étaient un plus beau footballeur, savaient mieux jouer le ballon que lui. Fouet, c'était quoi? C'était un peu un milieu box-to-box, un peu, si je veux faire un peu une comparaison à mes abonnés français, c'était un peu comme, vous voyez, Patrick Vieira. Même si Patrick Vieira avait une dimension technique plus supérieure. Vivien Fouet, c'était un peu ce gars-là. Mais Vivien Fouet, qu'est-ce qui les différencie? C'est que c'était un leader né. Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'étiez pas. Vivien Fouet était un leader né. Je le dis souvent dans la génération 2000, là. Le vrai capitaine de l'équipe, c'est pas Rigobert Song, c'est lui. L'équipe, là, des années 2000, là, de 2000 et de 2002. Le patron, c'est Vivien Fouet. L'équipe le ressemble. C'est lui qui donnait le ton dans le milieu de terrain. C'est lui qui donnait le ton tactique, le ton truc. Et en plus, c'était un leader, pas forcément seulement, il n'était pas très vocal, mais quand il parlait, tout le monde écoutait. Et aussi, quand comment on appelle ça, il avait une sorte d'aura
Autour des gars, c'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup, hein. Il n'était pas comme vous, là. Surtout votre génération qui vient après, là. Vous êtes des gars qui parlaient énormément. Énormément. Vous parlez dans les médias, vous parlez dans les tubes, vous êtes toujours en train de faire les tubes, blablabla, blablabla. Moi, mes frères, il ne parlait pas. Tu le voyais seulement sur le terrain. Et je dis souvent, hein, cette génération est tombée le moment où il est mort. Quand il est mort, hein, on n'a jamais pu remplacer un personnage pareil. Parce que c'était lui qui était le pilier de cette équipe-là. Et je ne le dis pas parce qu'il est mort. Je le dis parce que j'ai revu les matchs là. Et je me suis rendu compte que merde, c'était Foué qui était importantissime dans ce truc. C'était Marvin Foué, c'était le métronome. Je ne dis pas le métronome, mais le gars qui donne le pilier qui faisait vraiment que les gars là avaient ces dimensions physiques sur le milieu de terrain, jouer tactique. Le match contre le Mali, il faut le revoir. En 2002, tu dis mais c'est Foué. C'est Foué qui fait tout. Qui est le gars. Et c'était un leader né. Moi, quand je pense à Marc-Vivien Foé, il y a cette image-là qui est incroyable, là. Quand il gagne la CAN 2000, et il porte le trophée de la CAN, là, à l'époque, là. C'est lui qui entonne l'hymne national. L'hymne national du Cameroun, un peu dans les vestiaires et autres et tout. Et tous les autres joueurs le suivent quand il commence à entonner l'hymne national, là. C'est là que j'ai dit non, mais c'était un des leaders du caractère. Et je comprends un peu souvent comment il a été blessé quand on a choisi Rigobert Song comme capitaine au lieu de lui. Parce que Rigobert Song, un peu, qui a été choisi comme capitaine au lieu de Marc-Vivien Foé, c'est un peu comme en France, on avait choisi Mbappé au lieu de Griezmann. Pourquoi? C'est-à-dire que Rigobert Song, avant l'émergence d'Eto'o, était l'image du Cameroun à l'extérieur et c'était le gars qui était le Camerounais préféré des médias occidentaux. Donc, quand on parlait de Cameroun, à l'époque, on parlait de Rigobert Song. Donc, ce qui fait que on l'a mis capitaine parce qu'il représentait un peu l'image du football camerounais à l'extérieur. Son oncle ou son cousin, je ne sais même pas comment ils sont. Je n'ai jamais compris leur dynamique familiale, là. C'est son petit frère, je ne sais pas. Et ce que je voulais dire encore par là, c'est la même chose un peu avec Mbappé, avec Griezmann, qu'on a mis Mbappé parce que voilà, c'est l'image de la France. Pas Griezmann, etc. Mais sinon, c'était un leader né. Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Aucun d'entre vous là que j'ai cité là, vous ne l'êtes pas. Vous n'avez ni la mentalité ou autre et tout. Et maintenant, toi, tu es absolument pas un leader. Et c'est ça qui a toujours été défaut dans ta carrière. Et pourquoi maintenant je vais revenir maintenant à ce que j'avais introduit au début en disant, tu es un produit de la formation française et j'ajouterais, tu es le produit d'une certaine génération du football français. Parce que tu appartiens pas dans ton essence footballistique à l'essence camerounaise. Tu appartiens dans ta construction footballistique à une certaine génération. La génération qui apparaît là, dont j'ai fait un sujet. Tu es un gars de la génération 87. Et qu'est-ce qui caractérise cette génération 87 française là? Vous êtes des têtes d'yeux et des rebelles. Et des rebelles qui cassent la tête à tout le monde. Qu'est-ce que cette génération est caractérisée? Tu faisais partie des moins de 16 et 17, là. Voilà la photo, là. Les Camerounais oublient ça dans ton histoire. Ils comprennent pas ton histoire et tout là-bas. Oui, tu es né au Cameroun, tu es tout et tout. Mais à un moment donné, tu es parti en France. Très jeune. Et tu as été dans les centres de formation. Très jeune, Bastia. Et tu as été dans les sélections françaises. Très jeune. Et tu as côtoyé Nasri. Tu as côtoyé Ben Arfa, Benzema, Yaoui. Ce sont tes gars jusqu'à aujourd'hui. Ce sont tes gars. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont tes gars. Mais vous avez la même mentalité. Mentalité des têtes dures. Et c'est ça qui a fait ton problème, le problème dans ta carrière. Quand je regarde tous les carrières des gars de cette génération-là, Nasri, il a fini comment? Ben Arfa, il a fini comment? Menez, il a fini comment? Toi, tu as fini comment? Il n'y a que Benzema qui a eu une carrière oufissime. Et même Benzema en équipe de France, il y a quand même eu des problèmes.
Parce que Benzema, c'est celui que je considère un peu de votre génération le plus coachable. Mais le problème de Benzema, c'est que quand il est dans un entourage, un certain type d'entourage, parce que Benzema a pendant longtemps été fasciné par un entourage banlieusard d'une certaine particulier. César Cointas avait Rof, après César Cointas avait Bouba. Il a toujours voulu, ou comment on appelle ça, le côté mentor que Ribéry avait un peu avec lui. Quand il y avait ce genre de fort personnage, profil banlieusard, wesh wesh là, quand il y avait ces profils-là, les suivait un peu de manière toute parce que Benzema il a une personnalité très bêta quand il voit ces gars-là. Parce qu'il a toujours voulu plus ou moins renvoyer le même truc un peu. Et le moment où il a commencé à couper les ponts à ces gars-là, c'est là où sa carrière a pris l'envol qu'il a pris. Et même en équipe nationale un peu, bon, le truc de 2010, on va dire le truc de 2010, c'était sa faute. 2014, alors j'en parle même pas. On va même pas faire un débat là-dessus parce que c'était n'importe quoi ce qu'il avait fait là. Et que la victime, c'était Valbuena. La victime reste toujours Valbuena. En France, on a oublié ça. Et en 2022, là, je dois l'avouer que c'était pas totalement sa faute. Il était un peu embrigadé dans un truc politique où Deschamps l'avait pris une sorte de pare-feu un peu au cas où Benzema rate sa compétition et qu'on lui dise que non, ah, Benzema n'était pas si bon que ça, là, c'est Benzema qui prend le truc. Et le moment où Benzema a commencé à bien briller autour, ça l'a mis dans la merde. Ça a créé un peu la jalousie dans le vestiaire avec les Griezmann et autres tout qui disaient ah Benzema revient là, il prend notre glow et tout. Et après, quand il a eu la petite jeune blessure là, ils ont dit bon, on se passe de Benzema, comme ça n'emmerde pas le collectif. Donc c'était un peu ça. C'était un peu ça. Mais globalement, tu es un produit de la génération 87. Et comme tous les gars de votre génération-là, vous êtes des têtes dures. Et pire encore, je dirais encore que toi, tu as la mentalité d'un footballeur mercenaire. Quand je vois ton départ d'Arsenal, de Bastia à Arsenal à Barcelone, c'est toujours un peu c'est toujours partir avec les problèmes. C'est toujours parti avec les problèmes. Parce que tu joues au foot, et je ne peux pas t'en vouloir à ça, tu jouais au foot aussi beaucoup pour l'argent. Non pas que je dis qu'on ne doit pas jouer au foot pour l'argent et que l'argent n'est pas important et que de là où tu viens, je peux comprendre que tu as voulu mettre ta famille à l'abri de besoins et grand bien là en face que tu as réussi à le faire, c'est un tour de force d'avoir réussi à faire et chapeau à toi. Mais dans ma perspective d'amoureux du football, tu fais partie de la case des gars qu'on considère comme des mercenaires. C'est ça. C'est pour ça que tu as laissé très peu de bons souvenirs à peu de personnes ou dans les clubs que tu es passé. Quand on parle d'Alexandre à Arsenal, c'est pas un beau souvenir. Barcelone, tu es passé inaperçu. Maintenant, je sais pas ta carrière à Oribi Kazan et tous les autres là, ou même à West Ham, un peu ce que ça a été là-bas et comment tu as laissé l'empreinte que tu as laissée là-bas. Mais globalement, ton image dans tous ces clubs-là, dans tous ces trucs-là, et aussi en équipe nationale, n'est une image contrastée. À un moment donné, il faut se poser la question aussi, c'est pas toujours la faute des autres, mais qu'est-ce que j'ai fait aussi pour que ça m'arrive tout le temps comme ça? Et le problème, c'est que vous, les footballeurs, et surtout les footballeurs de cette génération-là, vous aimez toujours avoir des bénis oui-oui qui vous écoutent et qui, comme vous avez un peu plus d'argent que les autres, ne sont impressionnés par ça et vous laissent parler en disant que, ouais, ok, oui, tu as un grand, tu as le truc. C'est comme ça au Cameroun, là. Et moi, j'ai toujours essayé de montrer que je ne suis pas quelqu'un qui joue là-dedans. Tu vas pas me voir comme quelqu'un qui est de la paroisse Eto. Je ne suis pas de la paroisse Eto. Et tu vas pas me voir quelqu'un qui est dans la paroisse d'ici les burnes de quelqu'un qui a plus d'argent que moi ou quelque chose comme ça. Tu vas voir toujours quelqu'un qui est vraiment passionné par ce que je vois là, qui va te dire l'analyse complète. Tu es un produit de la génération 87. Et le produit de cette génération 87 n'a donné rien de bon au foot rien de bon au foot français. Rien de bon. Parce que vous êtes des mentalités tête dure. Vous êtes des rebelles. Et la plupart des rebelles
généralement, ne fédèrent pas autour d'eux. Et quand tu ne fédères pas autour d'eux, ça ne permet pas forcément à t'élever personnellement aussi, mais à élever le collectif qui est autour de toi. Tous les grands rebelles qu'on célèbre souvent, généralement, dans l'histoire du foot, je parle d'Eric Cantona, je parle de qui encore? Georges Best, tous ces mecs-là. Pourquoi on les a célébrés à un moment donné? C'est à un moment donné, ils ont servi le collectif un peu. Georges Best, grâce à Georges Best, le Manchester a pu gagner la Ligue des Champions. La rebellitude de Cantona qui était problématique en France et tout, en Angleterre, il a pu être épousé par Leeds et par Manchester United, où on a pu épouser, l'institution a pu épouser son côté là et il a pu devenir un capitaine emblématique, par exemple à Manchester, où il a amené les autres un peu dans son irrévérence là, pouvoir faire que Manchester gagne les titres qu'ils ont gagnés là quand il était le meilleur joueur et le capitaine de cette équipe-là. Le problème avec toi et votre génération, c'est que vous n'avez jamais pu l'être, vous n'avez jamais fédéré. Nasri ne fédère pas. Nasri divise. Ben Arfa, un peu dans les étoiles. On me dit truc, je ne comprends, je fais l'inverse. Yaoui, alors j'en parle même pas. C'était un défenseur talentueux. Tu en parlais même souvent que Yaoui était immensement talentueux. Dans ton live là, ton célèbre live là, tu en parles de Yaoui tout le temps. Et j'en parle souvent, Yaoui là, le gars qui était à Marseille là. Passe-moi talentueux. Tête dure. Ménez. Ah, j'en parle même pas de Ménez. Ménez, alors je retiens mes mots pour ne pas être insultant sur Ménez. Parce que Ménez, alors, de la génération là, c'est lui qui est un peu le plus très talentueux, excessivement truc. Aïe, aïe. Quand j'écoute même les interviews, les trucs, bon, bref. Je veux pas être méchant. Il n'y a que Benzema qui était coachable chez vous. Et Benzema, je me rappelle que Benzema ne jouait pas. Benzema ne jouait pas à votre génération là. Benzema ne jouait pas, je pense. Il était remplaçant. C'est celui qui a eu la meilleure carrière. Plus coachable, mais très influençable quand il y a des personnages un peu banlieusards très à côté de lui. Banlieusard prestigieux, précisons. Donc, tu es le produit de cette génération 87. Et c'est la même attitude, c'est l'attitude-là que tu as eu en équipe nationale. Parce que ta formation, ton biberonnage, c'est ces gars-là. Tu n'avais pas tort tu n'avais pas totalement tort dans ton rapport un peu avec notre capitaine de l'époque, qui est aussi l'un des pires capitaines de l'histoire, l'un des pires, le pire capitaine de l'histoire du football camerounais, Samuel Eto'o. Je le dirais 100 fois, 1000 fois. C'est le pire capitaine qu'on a jamais eu. Parce que lui aussi, dans sa force, c'est une tête dure. Quelqu'un qui veut amener de la dictature. Et sa dictature-là ne pouvait pas servir à l'équipe nationale. C'est-à-dire qu'il n'a pas su fédérer en équipe nationale. Présidence de la fédération, il a besoin de faire je peux laisser sa présidence de la fédération camerounaise, par exemple, parce qu'à la présidence de la fédération camerounaise, dans les instances, dans les trucs, on a besoin d'une tête, pas d'une tête, d'un dictateur pareil, parce que le Camerounais, dans sa façon de fonctionner, le Camerounais n'est pas quelqu'un que tu peux parler avec diplomatie. Le Camerounais, tu dois toujours faire la force avec lui. Parce que le Camerounais, si tu l'insultes pas, si tu le grondes pas, si tu le tues pas, il ne t'écoute pas. Il va te dire que, ah, tu es faible, ah, tu es mougou. Et tout. Je le sais, je suis bien placé pour le savoir. C'est quelqu'un à la base qui doit être diplomate, mais c'est comme on m'a dit, ouais, tu es souvent dur et autres et tout, gars. C'est le Cameroun qui te rend comme ça. Parce que quand tu parles doucement et autres et tout, on ne t'écoute pas. C'est quand tu commences à gueuler que les gars t'écoutent. Et c'est pas un truc du Cameroun, seulement. Je pense que c'est un truc qui est fondamental à l'Afrique centrale. Pas l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Peut-être avec les Ivoiriens qui sont aussi comme ça. Les seuls gars d'Afrique centrale, les seuls gars d'Afrique de l'Ouest qui ont la même connerie là que je vois souvent en Afrique centrale. C'est pour ça que j'ai beaucoup de problèmes souvent avec les gens d'Afrique centrale. On a toujours ce côté-là où on ne sait pas régler les choses par diplomatie et où on respecte toujours quand on gueule. C'est pour ça que je dis toujours l'éducation chicote passe seulement en Afrique, pas seulement en Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, moins. Mais en Afrique centrale, c'est que ça. On comprend, dans notre culture. Donc, c'est pour ça que quand Eto'o a un peu ce côté dictatorial, là, Eto'o à la présidente de la fédération de la FECA Foot, ça me dérange pas. Je dis que non, on a besoin de ça. Sinon, c'est trop le bord.
Ah, c'est déjà le bordel, mais c'est ça qui fait le bordel, et c'est parce qu'il n'y a pas assez de discipline. En équipe nationale, c'était différent. Le contexte était un peu différent. Il n'était pas obligé de faire ça là-bas, des trucs par rapport à sa personnalité et autres tout. Parce que quand tu avais des joueurs et des coéquipiers, c'est différent. Les coéquipiers et autres et tout, même si tu es le capitaine et autres et tout, tu dois faire en sorte qu'il y ait une sorte de, comment dire un peu le mot, d'un climat idéal un peu, que tes joueurs sont avec toi, puissent te donner le maximum. Tu l'as pas, et toi ne l'a pas fait. Alexandre Song, ici, c'est une tête dure. C'est une tête dure qu'on ne dit rien à lui. Je veux dire, et quand tu vois aussi une tête dure qu'on ne dit rien à lui, qui a réussi à avoir le succès dans sa vie, financièrement et autres et tout, c'est encore compliqué de parler à un mec comme ça. Je vois très bien le profil de gars. Il me rappelle exactement Nasri, il me rappelle exactement Benafa, il me rappelle exactement Yaoui, il me rappelle les gars de la génération dans laquelle il a grandi là. C'est le même mindset. Des têtes brûlées. Et c'est pour ça qu'on met Fouet devant toi. C'est pas parce qu'il était un meilleur footballeur que toi. Non, c'était un meilleur leader que toi. Et tu as été leader nulle part. Fouet, même quand tu parles à Lyon, même tu vois les Grégory Coupet qui lui ouais toujours son importance dans le vestiaire. Toi, on n'a jamais parlé de toi comme ça. C'est plein, on dit talentueux, mais voilà. Fouet, quand il était à Lyon, on parlait de ça, même à Lens, on parlait de ça. Oui, il a joué aussi à Lyon, à Lens, sur Manchester City, quand c'était même pas encore le grand Manchester City, là. Oui, c'est pas prestigieux comme toi à Arsenal où tu avais des Van Persie devant, les trucs où tu faisais les trucs, comme aussi le but de Henry là où tu fais cette très belle passe là pour le but de Henry quand il revient à Arsenal là et autres parce qu'on oublie souvent c'est toi qui fais la passe là. Oui, non, moi je n'oublie pas ces détails là. Tu cassais les lignes, les trucs comme ça. Ouais, ouais, les passes que tu donnais à Van Persie. Oui, je me souviens de ça, les transversales. Oui. Fouet ne faisait pas ça. Oui, je sais. Hey, tu n'es pas un leader. Et vous, c'est les qualités de leadership. Il n'y a pas que le talent ballon. Il y a d'autres aspects qui font que aussi un autre gars a une meilleure carrière et plus aimé, plus apprécié. Et surtout aussi, tu ne peux pas le réclamer et clamer comme ça là. C'est à nous de te donner ça. C'est pas à toi de venir seulement clamer là. Je suis pour la confiance en soi. Ça me dérange pas quand quelqu'un fait preuve d'arrogance ou surtout s'il a prouvé. Ça me dérange même pas du tout. C'est un peu quand tu fais ça, après je dis, en fait mec, ouais, en fait ton truc c'était pas vraiment ça. C'est ça. Tu veux prendre un exemple même en équipe de France, Deschamps. C'est pas un joueur de ouf, quelque part. C'était pas un joueur incroyable et autres et tout. C'était un milieu récupérateur, porteur de haut, tranquille et tout, qui a une très belle carrière. Il était importantissime en équipe de France 98. Plus que Zidane, plus que même Thierry Henry et tous ces gars-là, qui ont eu des très belles carrières. Quand il est parti, tu as vu comment le truc c'est un il y a eu des dégringolades, 2002, 2004. Parce qu'il n'y avait plus un mec comme ça, lui et Laurent Blanc, j'insiste. Il n'y avait plus un mec comme ça. C'est lui qui donnait le ton au milieu de terrain, c'est lui qui plaçait tactiquement les mecs, c'est lui qui faisait, c'était lui le coach même presque sur le terrain. Son leadership était incroyable. On a vu quand il n'était plus là. La France n'a plus gagné quand il n'était plus là. C'est pas un hasard. Et la France recommence à gagner quand il est coach. Je pense pas que c'est un hasard. Donc c'est ça qui fait la force de Didier Deschamps. Et Didier Deschamps, il y a des joueurs plus talentueux au milieu de terrain que Didier Deschamps. Emmanuel Petit, c'était plus beau. C'était plus beau que Didier Deschamps. Emmanuel Petit était beaucoup plus beau à avoir joué que Didier Deschamps. Il y a même des joueurs. Euh, comment il s'appelle encore? Il y a plein de milieux de terrain qui sont plus trucs que Didier Deschamps. Mais Didier Deschamps, le truc, c'est que l'important, c'est le leadership et l'aura qu'il avait est indéniable. C'est la même chose que je ferais comme comparaison avec toi et Fouet. Tu n'es pas à la dimension de Fouet, pas parce que tu n'avais pas le talent et que tu n'es pas un meilleur joueur de foot que lui, mais il était un leader né. Un gars qui rassemblait. Un gars qui donnait le ton de l'équipe. Et que les autres joueurs respectaient et admiraient. Ce qui n'est pas ton cas. Toi, tu es une tête brûlée. Talentueux, mais tête brûlée.
comme la génération de 87 ans. Parce que ton biberonnage footballistique vient de là, et de la mentalité de ces gars-là. Et c'est parfois ce qui est problématique dans l'analyse que les Camerounais, nous, la plupart des Camerounais, non pas moi, mais les Camerounais en général, vous avez su ce personnage, vous n'essayez pas de comprendre d'où vient un peu les conneries autour du gars là. Ta carrière est frustrante. Tu as un talent gâché, comme la génération 87. Maintenant, grand bien à toi, tu as su avoir de l'argent et mettre du truc à ta famille. Mais tu as un talent gâché. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.